Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Sylvie Pérez. Bonjour madame. Bonjour, merci de me recevoir. Sylvie Pérez est journaliste, elle a publié plusieurs essais, romans, livres d'entretien. Fait notable, vous êtes aussi la traductrice de l'œuvre théâtrale d'Agatha Christie. En collaboration avec Gérald Tibléras, je le précise, on est deux. Et vous publiez cet ouvrage aux éditions du Cerf, En finir avec le wokisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne, ouvrage comme d'habitude à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors on va commencer avec des citations, des propos de nos gouvernants. Un père, ça peut être une femme, évidemment. Citation de l'ancien ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ou encore ce propos du président Macron. Votre problème, disait-il à une responsable d'association, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. Alors on peut constater avec ces citations, Sylvie Pérez, que l'idéologie woke a infiltré tous les milieux progressistes en France et encore plus aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez commencer par nous donner une définition du wokisme et d'où vient cette idéologie ? Le wokisme rassemble un certain nombre de doctrines qui ont en commun d'envisager les relations humaines selon un rapport de pouvoir entre dominant et dominé. Donc, et que le woke considère que le transgenre est marginalisé par le cisgenre, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui vit selon son sexe biologique, que les noirs sont maltraités par les blancs, que les femmes sont opprimées par les hommes, que les minorités ethniques sont brimées par l'ex-colonisateur. Le woke ne voit que bourreau et victime. C'est une vision c'est un mouvement assez manichéen qui manque terriblement de nuances, qui est apparu dans les années 2010 au plus fort. C'était dans les années 2010 aux États-Unis. Et pour vous donner une idée, c'est une sorte de politiquement correct à la puissance 10. Mais il repose sur des constructions intellectuelles qui souvent sont contradictoires. Donc c'est un mouvement qui est intellectuellement bancal et qui recourt souvent à la force pour imposer ses idées. C'est une sorte de totalitarisme d'atmosphère, comme dit la sociologue Nathalie Heinisch. C'est quoi les racines de cette idéologie ? Est-ce qu'elles sont anglo-saxonnes ? Alors, c'est très débattu. Moi, je suis pas sociologue. Il semblerait qu'il y ait quand même une influence des intellectuels de l'école de Francfort qui avaient quitté l'Allemagne dans les années 30, beaucoup d'entre eux étaient juifs, et rejoint l'Amérique, et notamment les universités les plus prestigieuses aux États-Unis, et qui eux, ont imposé cette idée d'un pouvoir venu d'en haut, venu de la culture d'Hollywood, dont il fallait absolument s'affranchir. On était l'objet d'une propagande culturelle. Bon, voilà, c'était un petit peu ça les idées de l'école de Francfort, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Et à cela se sont ajoutés les postmodernes français, les déconstructeurs, Foucault, Derrida, Lyotard, qui ont chacun des théories différentes. Mais si vous voulez, tout ça il y a eu une incubation aux États-Unis. C'est pour ça que c'est très débattu, parce que évidemment, ça n'est pas la philosophie de Foucault qu'on retrouve dans le wokisme, mais il y a eu une influence. Et il y a eu une expansion de ces idées aux États-Unis, et donc sur les campus américains, ça a commencé très fort à partir des années 2010. Est-ce qu'il y a une figure aux États-Unis qui se détache sur la paternité de cette et encore une fois, c'est un ensemble de doctrines. Donc on peut citer Judith Butler, par exemple, dans les années... son livre... Trouble dans le genre, paraît en 1989, je crois, aux États-Unis. Bon, Judith Butler a la paternité du transgenrisme, et du reste, elle se fait appeler they. Elle est plusieurs. Ah oui, d'accord. Oui, je ne peux pas dire elle. En disant elle, je suis désagréable avec Judith Butler, parce que voilà, je l'offense, exactement. Vous savez, cette formule, on n'apprend plus comment penser, mais quoi penser, car le discours libre est un discours de haine. Il faut encadrer le discours désormais pour ne plus offenser, comme on vient de le dire, tel ou tel. Vous savez, les woke, on les entend beaucoup, ils font beaucoup de bruit. On parle enfin, on entend qu'il faut déboulonner des statues, qu'il faut perturber des conférences. C'est très spectaculaire. Et le camp d'en face dont j'ai voulu m'intéresser, moi, dans ce livre, c'est parce que bon, on a déjà pas mal parlé du wokisme. On commence en France
à avoir vraiment abordé ce sujet. Mais dans les pays anglo-saxons, ils sont 10 ans en avance sur nous, si vous voulez. Ils sont 10 ans en avance sur l'imprégnation woke. Le pire et le mieux. Exactement, sur le pire et le mieux. Et je dirais, ils sont presque au sommet de la vague. Et on commence à voir une riposte qui se construit face au wokisme. Vous écrivez que les tenants de cette idéologie woke affirment en réalité que le wokisme n'existe pas. Alors c'est à devenir fou, quoi. C'est à devenir fou. Et c'est amusant parce que le wokisme entretient une relation biaisée avec la réalité. Et oui, le wokisme n'existe pas, ça c'est un classique. C'est assez amusant quand on regarde, quand on reprend la presse, etc. Parce qu'à un moment, le wokisme, c'était formidable. Et puis, à partir du moment où on s'est mis à critiquer le wokisme et à en cerner les contours, ceux-là même qui avaient forgé le mot l'ont renié. Alors, je vous donne un exemple concret. Vous aviez dans Le Monde, en 2018, un gros titre qui disait ne soyez plus cool, soyez woke. C'était la forme moderne du rebelle, si vous voulez. Littéralement, woke, ça veut dire éveillé, c'est ça? Littéralement, ça veut dire éveillé, c'est ça. C'est le verbe awake, s'éveiller, exactement, en anglais. Mais c'est un mot qui vient de la culture afro-américaine depuis les années... Je crois que le mot est apparu en 1938. Et c'était à une époque où il y avait encore la ségrégation, etc. Donc c'était un mot d'ordre entre Noirs américains qui disait de faire attention parce qu'on pouvait toujours être victime de ségrégation. Mais pour reprendre le fil où nous en étions... C'était sur le fait que les woke n'existent pas. Ah oui, que les woke n'existent pas. Donc en 2018, on a dans Le Monde, on chante le wokisme. Et en 2021, un retournement complet sur ce mot. Il ne faut plus l'utiliser, c'est ridicule. Il y a un article dans les Inrocks en 2021 qui s'intitule « Qui a peur du grand méchant woke ?» et qui explique que l'islamo-gauchisme comme le wokisme sont des fantasmes pour simplement discréditer ceux qui veulent défendre les minorités. C'est une sorte de crise d'adolescence, on change d'avis en permanence, mais non, j'ai pas dit ça, Mais moi, je pense que c'est un mot très important, le wokisme. Ça permet en 7 lettres, si vous voulez, de circonscrire, cerner, quoi, oui, de cerner, de circonvenir. Et le wokisme existe. Et il y a tout récemment, il y a quelques semaines, l'annonce d'un politologue qui s'appelle Eric Kaufmann, un politologue anglais, qui a annoncé qu'il lançait un diplôme de master sur le wokisme. Donc, si vous voulez, ça, j'ai trouvé que c'était important comme nouvelle parce que ça veut dire que le wokisme existe, donc, sans doute. Ça veut dire que le wokisme est pris au sérieux et ça veut dire que le wokisme va être domestiqué, puisqu'il va c'est un cours, j'ai regardé les détails, sur tout ce dont nous parlons là, les origines intellectuelles, politiques, les politiques qui ont été mises en œuvre, enfin, on fait le tour de la question. Si on est entrepreneur et qu'on veut foutre le bazar dans son entreprise, on prend auprès de soi un étudiant diplômé en woke pour révolutionner complètement c'est plutôt, je pense qu'il envisage plutôt les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire je pense qu'il crée ce master pour justement qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. C'est très important, le wokisme, c'est une nébuleuse complexe, on a mis du temps à en faire le tour, et aux États-Unis, il y a des gens extrêmement brillants, des intellectuels, des mathématiciens, des universitaires de grand calibre qui se sont penchés sur la question et qui ont réussi à cerner le sujet. Et c'est très important, c'est la première étape, si vous voulez. Il faut comprendre quelque chose avant de le combattre, puisqu'on en voyait les effets, mais c'était difficile d'en discerner les contours. Alors, ces militants woke, vous le dites, font beaucoup parler d'eux. Parmi leurs méthodes de communication, les insultes, les menaces, la mort sociale et même l'autodafé dans le cadre de la fameuse cancel culture. On brûle des livres parce qu'ils ne correspondent pas au canon, à la doctrine woke. D'où ces méthodes leur viennent-ils? Qui les a inspirées? Alors, il y a Herbert Marcuse qui développe l'idée de tolérance répressive. C'est-à-dire qu'il faut être tolérant, mais pas avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Néanmoins, il y avait une nuance quand même chez Marcuse. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, quoi. Exactement. Mais il y avait une nuance, c'est que dans le cadre universitaire, il ne fallait pas se restreindre. Et là, on est passé encore plus loin. C'est-à-dire qu'à l'université, on a des étudiants qui refusent d'entendre des idées qui leur paraissent contraires au bien.
Oui. Il y a une espèce de spirale de pureté, d'idée qu'on peut faire de l'humanité quelque chose de totalement vierge, l'idée qu'on peut éradiquer le mal de l'humanité. Mais vous savez, c'est pas que les étudiants, c'est un petit peu le problème, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le wokisme d'État, le wokisme institutionnel, le wokisme systémique presque, j'avais envie de dire, qui intègre les administrations, la loi, voilà. Il y avait une philosophe universitaire, la femme de Robert Badinter, j'ai oublié son prénom, qui s'était fait interdire à l'université de Bordeaux, je crois. Et alors également... là, c'était Sylviane Agacinski, je crois. C'était Sylviane Agacinski, excusez-moi. Oui, donc c'est la femme de Lionel Jospin. Qui s'était fait interdire. François Hollande également s'est fait interdire. À Lille, il me semble, et on a déchiré ses livres. Et quand vous parlez d'autodafé, c'est important que vous citiez cet exemple parce qu'il faut prendre la mesure de la violence du débat. C'est fascinant. Et l'autodafé, ça a eu lieu, vous savez, J.K. Rowling, qui est l'auteur de Harry Potter, a eu le malheur de dire que le sexe est une notion indépassable, enfin, qui est une notion biologique. Et elle a eu les activistes transgenres assez trousses qui lui sont tombés dessus avec des menaces de mort, des menaces de viol, qui ont littéralement brûlé ses livres. C'est la brutalité faute d'arguments, parce qu'ils ne vont jamais sur le fond, ces jeunes. C'est ça. C'est très paradoxal parce que vous dites, les mots, il y a un slogan woke qui dit les mots sont une violence. Words are violence. Ça, et en même temps, et si vous voulez, et c'est tout le principe quand je vous parlais de wokisme d'État et de wokisme dans la loi, c'est tout le principe des lois sur le discours de haine qui, à mon sens, sont absolument terribles parce qu'elles mettent une cible sur le dos de certaines opinions. Vous voyez ? Donc c'est l'idée selon laquelle on va éradiquer un sentiment qui est la haine. Mais pourquoi pas éradiquer la jalousie oui, ça n'a pas de sens. Et à partir de là, vous avez des activistes qui se disent mais c'est si grave de penser comme ci ou comme ça, ou d'être contre l'avortement, ou d'être, enfin, il y a tout un tas d'opinions qui deviennent non autorisées, et c'est si grave qu'il faut absolument éliminer les gens qui pensent comme ça. Et comme ça, on aura une société idéale. Et alors, il y a une notion déconcertante qui va un petit peu dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est ce que les wokistes brandissent, à savoir la notion de micro-agression. Qu'est-ce que ça veut dire, la micro-agression ? La micro-agression, c'est un concept qui a été développé justement aux États-Unis. C'est une agression qui n'en est pas une. Il y a vraiment vous savez, il y a l'oppression invisible. Oui, le wokisme a une relation entre le visible et l'invisible qui est très particulière. La microagression, donc c'est pas une agression. Par exemple, si j'ai en face de moi un étudiant danois qui parle très bien français et que je le complimente, c'est une microagression. Parce que je le ramène à sa condition d'étranger. Voilà. Donc c'est comme si c'était une insulte. On pourrait penser que c'est pas très grave, mais c'est devenu un problème inouï. D'où ce serait encore pire si on le disait à un élève africain qui parlait français ou anglais très bien. Oui, c'est ça. J'ai pas pris l'exemple parce que ce serait politiquement incorrect. Tout est retourné. Et ce propos vexatoire qu'on interprète, c'est même pas forcément la personne qui le reçoit, c'est quelqu'un qui l'entend et qui va dire à cette personne visée, mais tu as été insulté, donc tu dois te défendre et tu dois incriminer la personne qui t'insulte. Exactement, ça peut être quelqu'un qui passe par là, et même si la personne qui a reçu le propos n'est pas vexée, une tierce personne peut tout à fait intervenir et dire que c'est très grave. Mais ce n'est pas qu'anecdotique, c'est dans la loi, les lois sur le discours de haine autorisent une tierce personne à porter plainte. Et on avait entendu Ramayad, d'ailleurs vous le dites dans votre ouvrage, dire qu'en passant devant l'Assemblée nationale et en voyant la statue de Colbert, elle se sentait micro-agressée. Oui, ça fait partie c'est la mode, quoi. Qui sont les personnes qui financent le wokisme ? Parce qu'il faut quand même des sous pour financer tous ces jeunes qui s'investissent, qui prennent du temps d'ailleurs sur leurs études. Écoutez, c'est assez étrange le wokisme parce que c'est un mouvement révolutionnaire qui avance avec le soutien de la société qui veut détruire. Vous aurez remarqué que le wokisme obtient l'assentiment des médias, des institutions culturelles, des musées, des universités et des partis politiques et des gouvernants.
Oui, la révolution finit toujours par manger ses enfants, quoi, en fait. Oui, non, mais souvenez-vous de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, qui mettait un genou à terre en allégeance à Black Lives Matter, qui physiquement montrait son allégeance. Et la révolution mange ses propres enfants, ça c'est vrai. Mais ça, c'est plutôt un bon signe, parce que ça nous prouve ça nous débarrasse, ça nous prouve que de lui-même, le mouvement va s'autodétruire. On avait vu pendant la Révolution française que Robespierre, Danton étaient tous passés sous la guillotine finalement, alors qu'ils avaient promu la Révolution. Exactement, mais on constate la même chose. Vous constaterez que ça a commencé avec le néo-féminisme, donc il fallait absolument combattre la masculinité toxique et donc opprimer les hommes pour défendre les femmes. Ouais. Ensuite, il y a eu le problème des transfemmes, ces hommes qui se sentent femmes et donc qui ont considéré qu'il n'y avait pas de raison que les femmes aient un statut supérieur, ce qui a créé une guerre féroce entre les féministes et les transgenres, parce que les féministes ne sont pas très heureuses de savoir qu'il y a 2 genres de femmes désormais, les cis femmes et les trans-femmes. Vous voyez. On avait entendu Jean-Michel Apathy se dire woke, Jean-Michel Apathy, le journaliste, mais lui, en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans, est-ce qu'il ne va pas, malgré le fait qu'il se dit woke, être la cible de ces wokistes? Mais vous savez, il y a une organisation qui s'appelle Free Speech Union, le syndicat de la liberté d'expression, qui a été créé en 2020 en Angleterre et qui vole au secours des... On va y venir à la riposte anti-woke, d'ailleurs outre-Atlantique. Allez-y. Non, pardon. Mais je vous donne cet exemple. Ouais. C'est amusant parce qu'évidemment, donc ils volent au secours des gens qui sont victimes de cancel culture. Ouais. Évidemment, la personne qui a organisé ce syndicat, qui est très efficace du reste, s'est fait... traité de droite, extrême droite, enfin tout ce que vous voulez. Et il ne cesse d'expliquer qu'il passe son temps en réalité à défendre des gens de gauche de plus en plus. Mais à partir du moment... C'est pas lui qui dit qu'il était trotskiste à l'université? Non, c'est pas lui. Vous parlez de quelqu'un qui était trotskiste à l'université et qui aujourd'hui se retrouve en porte-à-faux avec ceux qui leur a eu vocation à défendre en fait. Oui, mais il y a 1000 exemples de ce genre, mais si vous voulez, pour reprendre cet exemple de ce syndicat de la liberté d'expression, donc il défend des gens, et de plus en plus de gens à gauche, c'est ce phénomène que vous décrivez. C'est-à-dire que l'allié d'hier est l'ennemi de demain. C'est le serpent qui se mange la queue. Mais les gens qui sont victimes de cancel culture, y compris des gens au Parti travailliste ou chez nous au Parti socialiste, ils sont classés immédiatement à droite. Donc c'est pour ça que le critère est changeant. Comment les partis politiques en France et d'ailleurs aux États-Unis réagissent-ils à ce phénomène woke? Est-ce qu'ils embrassent tous? Est-ce qu'il y a du rejet? Alors, il y a un phénomène assez amusant qui se passe en ce moment en Angleterre. C'est bientôt les élections législatives, enfin dans un tout petit peu plus d'1 an. Et il y a une organisation qui s'est mise en place et qui a promis de systématiquement poser la question à tous les candidats aux élections législatives. La question suivante... Vous allez voir, c'est compliqué comme question. Qu'est-ce qu'une femme? Donc ils vont leur demander, parce que c'est devenu tellement embarrassant vis-à-vis du transgenrisme de dire qu'une femme est un individu adulte de sexe féminin, et si vous voulez, de chromosome XX, et qui... Oui, en fait, à la base, c'est la biologie qui fixe ces règles, quoi. XY ou XX, je veux dire, ça devrait être indépassable. La sociologie a pris le pouvoir sur la biologie. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mouvement dangereux, obscurantiste, anti-science et anti-intellectuel. C'est un peu le problème du wokisme. C'est pour ça que c'est important de le défendre. Et c'est pour ça que... quand je vous disais, le camp d'en face, évidemment, fait moins de bruit, mais il s'occupe d'un enjeu autrement plus important et gigantesque, qui est la défense de la liberté d'expression et la défense de l'égalité devant la loi. C'est très important. Mais pour finir sur cette anecdote, enfin, qui n'est pas une anecdote, c'est un mouvement qui est donc parrainé par une ex-nageuse olympique britannique qui s'appelle Sharon Davis et qui va, face caméra, interroger chaque député et leur demander est-ce que vous êtes d'accord pour définir ce qu'est une femme? Parce qu'il y a eu des débats à l'infini. On a vu les plus hauts dignitaires politiques être extrêmement embarrassés, se lancer dans des circonvolutions parce qu'ils n'osaient pas dire ce qu'est une femme pour ne pas être offensant vis-à-vis des transfemmes, c'est-à-dire des hommes qui se sentent femmes.
Et d'ailleurs, on observe, on constate depuis quelques années qu'un certain nombre de fédérations sportives brouillent complètement les cartes en acceptant des hommes dans des compétitions pour les femmes. Et les hommes remportent évidemment, et les femmes sont bouleversées parce qu'elles sont battues par un homme par un être plus fort en haltérophilie, je crois. Donc cette porosité, cette influence sur les fédérations sportives, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne encore un exemple qui est très récent du chef du parti libéral-démocrate à qui on demandait à la radio est-ce qu'une femme peut avoir un pénis? Et il a répondu évidemment. Donc là, on revoit les critères de biologie. Il a apporté sa pierre. Mais le sport, oui, vous savez, Joe Biden, quand il est arrivé au pouvoir, a eu une politique très sous la coupe de l'idéologie du genre. Il a d'ailleurs un ministre, une secrétaire d'État à la santé qui est transgenre, qui s'appelle Rachel Levine, qui est née en 57, qui est née homme en 57, et qui a changé de sexe en 2011, donc assez récemment. Et donc, il a autorisé les il a pris des ordres exécutifs qui, entre autres, autorisent les transgenres à participer aux compétitions sportives. Et c'est extrêmement triste de voir des jeunes filles qui ont fourni beaucoup d'efforts pour être des championnes de natation ou de course et qui se trouvent évidemment pas à armes égales puisque la corpulence d'un homme est différente, évidemment. Alors, ce wokisme a toutefois rencontré une résistance, des personnalités qui s'opposent à l'idéologie, vous les citez, génie de la tech, féministes, artistes universitaires, juristes et même quelques transgenres. Comment s'organise la lutte outre-Atlantique ? Alors, il faut voir que le wokisme était très fort aux États-Unis, qu'il s'est vite propagé en Angleterre et dans toute l'anglosphère, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada évidemment, à un niveau très très fort. La contre-offensive, elle prend 1000 formes et elle est de plus en plus dynamique. Ce sont des associations, ce sont des gens tout seuls il s'agit de tenir bon, si vous voulez. Il s'agit juste de ne pas dire des choses auxquelles on ne croit pas. Vous voyez ? Et il y a une réponse juridique qui est assez importante dans la contre-offensive. Donc il y a des avocats qui accompagnent ces associations pour soutenir les personnes médiatiquement condamnés comme des professeurs d'université qui se font lyncher, virer. Ah oui, là il y a une association qui s'appelle FIRE, qui date d'ailleurs de 1999, donc vous voyez, qui était post-première vague de politiquement correct, avant même qu'on parle vraiment de wokisme, et qui est de plus en plus importante. Il y avait 14 personnes en 99, il y en a une centaine aujourd'hui, et c'est la fondation pour les droits, la liberté d'expression, si vous voulez, ils défendent la liberté d'expression telle que protégée par le premier amendement de la Constitution américaine. Et au cas par cas, dès qu'un professeur est poursuivi pour une opinion ou pour un propos, ils le défendent avec des avocats bénévoles. Mais il y a des bonnes nouvelles, si vous voulez. Par exemple, l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis, le 29 juin 2023, sur la discrimination positive. Vous savez, sur les quotas positifs. Elle a été interdite. Elle a été interdite dans le recrutement à l'université, en tout cas pour les universités d'État. Pour les étudiants, oui. Pour les étudiants, vous n'avez plus le droit de prendre ce critère racial en compte dans un dossier de candidature. Même si une grande université a reconnu qu'elle faisait un choix en fonction de l'origine ethnique pour avoir une représentation à peu près égale à celle de la société. C'est ça, mais c'est une bagarre. Et du coup, je crois qu'elle a été condamnée. C'est une bagarre qui dure depuis 2014. Ouais. Et donc et puis là, ce sont des étudiants asiatiques dont on avait mis les dossiers, parce qu'ils avaient des dossiers extrêmement brillants, on avait mis les dossiers en dessous de la pile en ajoutant des critères de caractère, si vous voulez. Ils avaient les meilleures notes, puis on avait ajouté des critères, est-ce que vous êtes sociable, est-ce que vous faites de la musique, enfin je ne sais quoi, des critères un peu flous qui permettaient de les faire régresser dans le classement et de prendre plus d'hispaniques, de choisir les gens selon leur couleur de peau. Mais ça, c'est très important, cet arrêt, parce que ça va détricoter, si vous voulez, l'impératif diversitaire. L'impératif diversitaire, c'est quoi ? C'est vraiment au cœur
du wokisme, c'est que le wokisme divise la population selon des critères de sexe, de couleur de peau, d'orientation sexuelle. Vous voyez, vous avez les on ne peut plus juste être un Français ou un Américain, il faut décliner un tas d'identités qui divisent. Exactement, exactement. C'est ce qu'on appelle le piège identitaire, si vous voulez. Et ça veut dire que vous n'allez pas parler en tant que vous-même, vous allez parler en tant qu'homme blanc. C'est la reformation des tribus, quoi. Exactement. Et donc c'est la balkanisation de la population. On crée un certain nombre de sous-groupes et il se crée en plus une espèce de concurrence victimaire entre les sous-groupes. Enfin, c'est très mauvais pour la cohésion sociale et pour l'harmonie, si vous voulez. Alors, dans cette résistance... Juste pour terminer sur l'impératif diversitaire, c'est que cet arrêt de la Cour suprême, il va permettre de détricoter aussi toute la bureaucratie diversitaire qui existe à l'université, mais aussi dans les entreprises. Il y a toujours des départements, enfin, vous êtes sûrement au courant, il y a des départements diversité, égalité, inclusion. Le mot inclusion est apparu même en France comme ça à partir de rien et qui sont censés surveiller qu'il y a tant de femmes, tant de noirs, tant de je ne sais quoi. Ça nous fait penser à la révolution culturelle qui s'était passée en Chine avec des jeunes qui font la leçon à leurs professeurs en leur disant quoi dire, quoi penser, sinon on vous zigouille. Exactement, sauf que là c'est pas forcément des jeunes, mais c'est des gens qui sont formés à la diversité. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est des flics en gros, hein. C'est des bureaucrates et il y a un des acteurs très importants de la contre-offensive aux États-Unis qui s'appelle Christopher Rufo, qui a 39 ans, qui est jeune, et c'est lui qui a révélé qu'il y avait des départements comme ça, égalité, inclusion, diversité, dans toute l'administration fédérale américaine, donc c'était important. Et il avait aussi remarqué, en 2021, il avait publié un rapport qui montrait que les 100 plus grosses entreprises américaines, il avait passé en revue, et toutes avaient ce genre de formation diversitaire qu'elle offrait à ses salariés. C'est dire à quel point c'est complètement enquisté, si vous voulez, à la fois dans l'économie et dans l'administration. Ouais, le flicage, même jusque dans les entreprises. Est-ce qu'on peut, c'est ma dernière question, Sylvie Pérez, être optimiste pour l'avenir ? Je crois qu'on peut être optimiste, parce que d'abord, on l'a dit, le wokisme a tendance à s'autodétruire, les différents groupes se chamaillent. Ensuite, il y a ces politiques, ces suggestions politiques, le plus souvent tournent au vinaigre. Par exemple, les réparations pour l'esclavage, ça a été tenté aux États-Unis, ça marche pas du tout, c'est terrible. On s'est mis à donner des numéros aux Noirs et ensuite à faire une loterie pour savoir qui pourrait toucher 25 000 $. Et ensuite, l'argent était confié à une banque parce qu'on pensait qu'ils ne seraient pas capables de gérer cet argent. Enfin, c'était d'une condescendance absolument épouvantable. Quant à Black Lives Matter, ils ont des problèmes terribles. Il y a des États qui leur ont retiré des subventions Non, le statut d'œuvre de charité, parce que c'est pas très clair où est passé l'argent. Ils avaient quand même touché 80 millions de dollars dans l'année qui a suivi la mort de George Floyd. Enfin, tout ça, ça fonctionne pas très bien. On avait vu des personnes blanches embrasser les godillots des activistes de cette association. Donc, Exactement. Donc le wokisme se heurte au réel et on observe aussi la chute des nouveaux prophètes. Je sais pas si vous avez entendu parler d'Ibram X. Kendi, qui avait écrit Comment être antiraciste, qui a été traduit en France, ultra best-seller, et puis il était devenu une espèce d'exemple de vertu, au point qu'on lui a confié un centre de recherche antiraciste à l'université de Boston, qui était doté de 43 millions de dollars. Et on a appris là récemment, après 3 ans d'existence, le centre de recherche n'a pas produit beaucoup de recherches, il est en faillite et 30 personnes ont été licenciées. Vous voyez, vraiment, il se heurte au réel. Et puis donc, il y a cette réponse juridique. Et pour ce qui est du transgenrisme, la réponse juridique est évidemment très triste, mais c'est les procès des détransitionneurs, c'est-à-dire de ces jeunes qui regrettent d'avoir subi, changé de sexe. Exactement, d'avoir subi des traitements hormonaux ou chirurgicaux et qui se retournent contre leurs médecins, contre les gens qu'ils ont. Il fallait y penser à 2 fois. Et oui, c'est d'une tristesse de voir ça. Sylvie Pérez, le titre de votre ouvrage, En finir avec le wokisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne, une enquête passionnante sur ce qui se passe et sur ce qui arrive et sur ce qui est déjà arrivé en France. Merci à vous, madame. C'est moi qui vous remercie.